Pendant des années, j'ai reçu de nombreuses lettres de mes lecteurs et tout le monde m'a demandé ce que j'avais fait après avoir écrit mes livres, publiés en anglais en 1920, 1931, mais écrits depuis 1910 et 1912. Je n'ai jamais pu répondre à ces lettres, juste pour essayer de faire, il aurait besoin de livres entiers. Cependant, lorsque mes correspondants vivaient à Londres, où ils m'ont installé en 1921, ils ont organisé dans leur intention des cycles de conférences dans lesquels j'ai essayé de répondre aux questions, ont expliqué ce que je découvrirais après avoir écrit mes 2 livres, et dans quelle direction engager mon travail. En 1934, j'ai écrit 5 conférences préliminaires qui ont donné une idée générale de l'objet de mes études, ainsi que des lignes de travail qui ont suivi avec moi un certain nombre de personnes. Rassemblant tout cela en une seule conférence, et même en 2 ou 3, c'était totalement impossible, donc il a toujours été averti qu'il était inutile de regarder 1 ou 2 conférences, mais d'être au moins 5 ou peut-être 10. Si gagnant l'idée des conseils de mon travail, ces conférences se sont poursuivies depuis, et tout au long de cette période, correctement et réécrit à plusieurs reprises. Dans l'ensemble, j'ai trouvé cette organisation générale satisfaisante. 5 conférences sont lues, étant présentes ou absentes. Les auditeurs pouvaient poser des questions et essayer de suivre les conseils et les indications qui leur ont été donnés et qui concernaient surtout à l'observation d'eux-mêmes et d'une certaine discipline intérieure. Ils ont rapidement acquis une compréhension plus que suffisante de ce que j'ai fait. Bien sûr, j'ai toujours reconnu qu'il n'était pas assez de 5 conférences, et dans les conversations suivantes, on reprit des données préliminaires pour les développer, essayant de voir les auditeurs leur propre position face à de nouvelles connaissances. Il est devenu évident pour moi que, pour beaucoup d'entre eux, la principale difficulté était de réaliser qu'ils avaient vraiment entendu de nouvelles choses, je veux dire, des choses qu'ils n'avaient jamais entendues auparavant. Sans l'avoir avoué à eux-mêmes, ils ont toujours essayé de nier, en pensant la nouveauté de ce qu'ils avaient entendu et lutter, quel que soit le sujet, pour récupérer tout dans leur langue habituelle. Bien sûr, je ne pouvais pas en tenir compte. Je sais qu'il n'est pas facile de reconnaître que nous écoutons de nouvelles choses. Nous sommes tellement habitués aux vieilles chansons, aux vieux chœurs, que nous attendons depuis longtemps. Nous arrêtons même de croire que quelque chose peut exister. Et lorsque nous entendons de nouvelles idées, nous les prenons par de vieilles idées, ou pensons qu'elles peuvent être expliquées ou interprétées à l'aide d'anciennes idées. En fait, c'est une tâche ardue de comprendre la possibilité et le besoin de nouvelles idées. Cela nécessite du temps et de l'examen de toutes les valeurs actuelles. Je ne peux pas m'assurer que depuis le début, ils trouveront de nouvelles idées ici, c'est-à-dire des idées dont je n'ai jamais entendu parler. Mais s'ils ont de la patience, ils ne les traiteront pas et ne souhaiteront ensuite pas qu'ils ne les laissent pas s'échapper et prennent soin de ne pas interpréter les dans l'ancienne. New York, 1945. 2e conférence. Nous continuons notre étude de l'homme par un examen plus détaillé des différents états de conscience. Comme je l'ai dit, il y a 4 états de conscience possibles pour l'homme. Dorme, conscience de la veillée, de l'autoconscience et de la conscience objective. Mais l'homme ne vit que dans 2 de ces états. En partie dans le sommeil et en partie à ce qu'on appelle parfois la conscience de l'éveil. C'est comme s'ils avaient une maison à 4 étages, mais ne vivaient que sur les 2 étages inférieurs. Le premier des états de conscience, le plus bas, est le sommeil. C'est un état purement subjectif et passif. L'homme est entouré de rêves. Toutes leurs fonctions psychiques fonctionnent sans aucune direction. Il n'y a pas de logique, pas de continuité, pas de cause, ni de résultat dans des rêves. Des images purement subjectives, des échos d'expériences passées ou des échos de perceptions de postes vacants du moment. Les bruits qui atteignent le sommeil, les sensations corporelles telles que la légère douleur, la sensation de tension musculaire, traversent un esprit sans laisser plus qu'une faible trace en mémoire, et presque toujours sans laisser de signe. Le 2e degré de conscience apparaît lorsque l'homme se réveille. Ce 2e état, l'état dans lequel nous sommes en ce moment, c'est-à-dire dans lequel nous travaillons, nous imaginons que nous sommes des êtres conscients, nous appelons souvent la conscience lucide ou la conscience éveillée, alors qu'en réalité elle devrait être appelée sommeil éveillé ou la conscience relative.
Ce dernier mandat sera expliqué plus tard. Ici, il est nécessaire de comprendre que le premier état de conscience, le sommeil, ne se dissipe pas lorsque le deuxième état apparaît. Autrement dit, lorsque l'homme se réveille, le sommeil reste, avec tous ses rêves et ses impressions. Mais pour la personne, pour dormir, une attitude critique s'ajoute à ses propres impressions, à de meilleures pensées coordonnées et à des actions plus disciplinées. Et, à la suite de la vivacité des impressions, des désirs et des sentiments, sentiments de contradiction ou d'impossibilité, dont l'absence est le sommeil total, les rêves deviennent invisibles comme la clarté du soleil. Cependant, tous sont présents et exercent souvent, sur l'ensemble de nos pensées, sentiments et actions, une influence dont la force dépasse parfois celle des perceptions réelles du moment. À cet égard, je dois dire que je ne me réfère pas ici à ce que dans la psychologie moderne est appelé à la pensée subconsciente ou subconscient. Ce ne sont que des expressions erronées de mauvais termes, qui ne signifient rien et se réfèrent à aucun fait réel. Aux États-Unis, rien n'est subconscient en permanence, car rien en nous n'est conscient en permanence. Et il n'y a pas de pensée subconsciente par la simple raison qu'il n'y a pas de pensée consciente. Plus tard, l'été, comment cette erreur a été produite, comment cette fausse terminologie pourrait apparaître et être admise presque partout. Revenons cependant aux états de conscience qu'il y en a en effet. Le premier est le sommeil, et le second est le sommeil, ou la conscience relative. Le premier, comme il l'a dit, est un état purement subjectif. Le second est moins subjectif. L'homme fait déjà la distinction entre moi et non-moi, c'est-à-dire entre son corps et les objets qui diffèrent de son corps. Et il peut connaître leur position et leur qualité, mais on ne peut pas dire que dans cet état est éveillé, car il reste puissamment influencé par les rêves, et en fait, vit plus dans les rêves qu'en réalité. Toutes les absurdités et toutes les contradictions des hommes et de la vie humaine en général sont expliquées si nous comprenons que les hommes vivent dans le rêve, agissent dans le rêve et ne savent pas qu'ils dorment. Ce que tu viens de regarder n'était pas juste une vidéo, c'était un exercice de présence. Si tu es resté jusqu'ici, c'est qu'il y a quelque chose en toi qui est plus éveillé. Commente ce qui t'a le plus marqué, ce qui est resté avec toi, et partage avec quelqu'un qui apprécie aussi ce genre de conversation. Merci, une grande accolade, et à très bientôt.